Bonjour à tous, chers participants. Je me présente, Camille Crozier, chargée de projet développement des marchés internationaux au service Accélère de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire Hollywood-Montréal, un aller-retour avec le BCTQ. Donc, permettez-moi tout d'abord de remercier nos partenaires qui ont rendu cet événement possible, en commençant par Desjardins, notre commanditaire en titre, ainsi que notre partenaire Développement économique Canada pour les régions du Québec pour son soutien à l'ensemble de nos activités en commerce international. Avant de commencer, je vous invite à prendre un moment pour observer les outils dont vous disposez. Si vous avez des questions posées, veuillez les écrire via la boîte questions et réponses située au bas de votre écran, au centre, et nous allons y répondre durant la période de questions qui aura lieu à la fin de la présentation. Il y a aussi un sondage en cours que nous vous invitons à remplir afin de nous aider à veiller à l'atteinte de nos objectifs internes. Permettez-moi maintenant de vous présenter Mme Christine Maestracci, présidente directrice générale du Bureau du cinéma et de la télévision du Québec. Elle est avocate de formation et membre du Barreau du Québec depuis 1994. Elle possède 20 ans d'expérience dans le domaine du divertissement et des médias numériques. Au cours des 8 dernières années, elle a été responsable de la stratégie d'acquisition pour les contenus et formats pour l'ensemble des plateformes et des modèles d'affaires du groupe Québecor et chargée des relations d'affaires et partenariats avec les studios et les distributeurs à titre de directrice. Reconnue par ses pairs, Christine Maestracci a été présidente du conseil d'administration de femmes du cinéma, de la télévision et des médias numériques, la branche locale de Women in Film and Television International, un organisme auquel elle s'est jointe comme administratrice en 2015 et dont l'objectif est d'assurer une meilleure représentativité des femmes dans l'industrie du divertissement. Donc, Mme Maestracci, je vous invite maintenant à prendre la parole. Merci, M. Crozier. Écoutez, bonjour à tous. Je suis très heureuse d'avoir l'opportunité aujourd'hui de vous présenter le secteur des services en audiovisuel au Québec et plus précisément à Montréal, ainsi que son rayonnement à l'international. Donc, merci à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain pour cette invitation à discuter avec vous aujourd'hui et aussi pour l'organisation de ce webinaire. Le BCTQ est une agence de développement économique dont la mission est d'être au cœur et au service de l'industrie audiovisuelle. C'est un secteur qui comprend de nombreux joueurs de plusieurs tailles, de tailles très variées, qui œuvrent en production de contenu, tant de live action que d'animation, mais aussi en effets visuels. Le BCTQ agit principalement de deux façons. D'abord, par la grappe de l'audiovisuel du Québec, qui est le véhicule de l'industrie audiovisuelle afin d'échanger, se concerter, se mobiliser autour d'enjeux communs que l'ensemble des parties prenantes peuvent avoir afin d'assurer le développement industriel de notre filière. Et ensuite, nous avons évidemment la promotion et le rayonnement des services de production qui existent au Québec. C'est de cet aspect plus particulier dont nous allons traiter aujourd'hui, qui est plus en lien avec les rencontres internationales. Donc, le BCTQ participe et contribue à l'attraction des projets audiovisuels qui proviennent de l'étranger et à faire rayonner la créativité et l'innovation qui sont au cœur de notre industrie. Avant de débuter, j'aimerais quand même vous dresser un bref portrait de notre industrie globalement. Au début du mois de février 2022, nous avons annoncé des résultats historiques pour l'ensemble de l'industrie audiovisuelle du Québec pour l'année 2021. On parle ici de 2,5 milliards de dépenses directes qui ont été effectuées dans des projets audiovisuels au Québec. Cela, évidemment, constitue un record et on sait que tous les indicateurs pour nous sont au vert, tout est en augmentation, tant du côté des retombées pour les tournages étrangers, de l'animation que des effets visuels. Permettez-moi de mentionner qu'au niveau des tournages étrangers, c'est une année historique avec 470 millions en 2021. Ce qui constitue une augmentation de plus de 30 versus l'année 2019, l'année 2020, évidemment, étant une année de pandémie, donc le comparable est bien sûr l'année 2019.
Donc, c'est une augmentation de 30% vis-à-vis l'année 2019. Je me permets de souligner aussi les 780 millions de dépenses directes concernant les effets visuels en 2021, ce qui constitue une croissance de plus de 25% vis-à-vis l'année 2019. En 2021, le Québec a reçu environ 21 tournages de l'étranger. Dans ce nombre, il faut compter 8 séries télévisées américaines, dont la série Three Pines, qui est destinée à la plateforme de Amazon, ainsi que le tournage de Transformers 7 avec Paramount, qui est un des tournages à plus gros budget que nous avons eu au Québec. Le nombre de tournages est sensiblement le même depuis les dernières années au niveau des tournages étrangers, mais ce qu'on note, c'est une augmentation très claire de la qualité des projets et des budgets qui nous sont confiés par l'international et auxquels les équipes du Québec sont appelées à travailler. Au total, ce qu'il faut retenir, c'est que sur 10 ans, l'industrie de l'audiovisuel du Québec en production de services a augmenté de 292 millions à 1,5 milliard en 2021. Il faut aussi souligner la part, je dirais, très importante de la croissance des effets visuels dans ce chiffre, puisque les effets visuels à eux seuls ont connu une croissance d'environ 33% de croissance annuelle en moyenne sur les 10 dernières années. La filière, quant à elle, au niveau des emplois, comprend environ 63 000 emplois, dont 53% seulement sont dédiés à la production étrangère et aux services de production. Je tiens à préciser que ces chiffres devront être mis à jour prochainement en 2022, puisqu'ils concernent plutôt les emplois soutenus par la filière en 2020 et en 2021. Ce qu'il faut donc retenir de tout ça, c'est le fait que nous sommes une industrie en croissance et qui est reconnue au niveau mondial. D'une part, les effets visuels constituent un des 3 grands pôles mondiaux au niveau de son apport. Nous sommes le 2e pôle en importance pour le secteur de l'animation au Canada. Il existe évidemment des passerelles indéniables entre notre industrie de l'audiovisuel et les jeux vidéo, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, ainsi que l'intelligence artificielle. Sachant que Montréal est aussi un des pôles en intelligence artificielle, il y a certainement des occasions et des opportunités sur lesquelles capitaliser. Au final, je vous dirais qu'il y a des retombées positives globales sur l'ensemble de la production et du talent québécois, le tourisme et l'exportation des propriétés intellectuelles. Et l'avenir, je vous dirais, s'annonce très porteur. Il existe un momentum planétaire, mondial, avec une hausse de demande au niveau des contenus. L'appétit des consommateurs, pour l'instant, ne semble pas connaître de pause et ce que ça implique en termes d'augmentation au niveau de la production des contenus. Il y a donc une réelle opportunité de positionner le Québec aujourd'hui et ses entreprises comme une destination de choix pour l'attraction des projets étrangers. Cette opportunité, elle est réelle, elle est présente, mais elle ne durera pas 15 ans. Et il faut donc que nous profitions, je dirais, rapidement des possibilités qui s'offrent à nous. Comment donc saisir ces opportunités pour l'ensemble de l'industrie? Bien sûr, les entreprises, dont certaines qui participent à notre webinaire aujourd'hui comme panélistes, font leur propre démarche au niveau de leur rayonnement international, mais le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec leur apporte des soutiens et déploie une offre de services au niveau de la promotion et de l'accueil des tournages étrangers et des investissements étrangers. La principale fonction, je dirais, est celle de mettre en lumière le talent et les services disponibles au Québec et à Montréal, notamment sur les marchés internationaux. Nous faisons bon an, mal an et assurons une présence environ sur 20 marchés à l'international. Nous produisons plus une centaine d'albums photos pour les besoins des producteurs étrangers. Nous organisons des tournées de familiarisation et d'accueil pour les besoins des productions étrangères qui veulent venir mieux connaître l'offre disponible au Québec et voir où ils peuvent tourner leurs projets. Et bien sûr, nous organisons des tournées de familiarisation virtuelles, une nouveauté pour nous due à la pandémie, où nous avons développé un outil extrêmement innovant et créatif pour mettre de l'avant
l'exceptionnelle offre qui existe au Québec, tant au niveau des entreprises que par notre diversité de paysages et d'architecture. Nous proposons aussi différents outils, dont notre photothèque nationale, et effectuons différentes opérations, je dirais, de promotion de l'ensemble de l'œuvre. L'essentiel de l'offre du Québec s'articule autour de grands morceaux, des infrastructures de pointe, dont Melz et Grande Studio sont des joueurs extrêmement importants. Ils sont tous deux avec nous aujourd'hui. Donc, ce sont deux studios d'ici, d'envergure, qui n'ont rien à envier à l'international. Des équipements de pointe. Tout à l'heure, nous allons parler d'innovation avec nos incursions en production virtuelle où nous sommes très présents. Évidemment, nous capitalisons sur des talents et de la créativité qui est reconnue et reconnue à travers le monde, tant du côté, évidemment, des travails en plateau avec les membres des différentes associations et syndicats qui œuvrent dans l'industrie de l'audiovisuel, mais je me dois de souligner aussi le talent et la créativité exceptionnelle du côté des effets visuels. Cette année, au Virtual Effects Society Awards, les entreprises du Québec sont présentes dans plus de 15 catégories sur 25. C'est donc presque 60% des catégories sur lesquelles des équipes du Québec ont travaillé. Lorsque vous consommez des contenus, que ce soit des films ou des séries, il y a fort à parier s'il y a des effets visuels qu'une équipe du Québec et de Montréal a travaillé sur ce projet. Finalement, évidemment, nous pouvons compter sur des incitatifs financiers et fiscaux administrés notamment par la SODEC, qui est un de nos partenaires. Et bien sûr, sur le travail que nous faisons en collaboration avec les délégations du Québec à l'étranger, ainsi qu'avec Investissement Québec. Je dois aussi mentionner l'exceptionnel travail qui est fait par les bureaux régionaux, qui, eux, ont vraiment déployé une offre de services spécifique pour l'accueil sur le terrain et faciliter, je dirais, les tournages et la venue de tournages étrangers. Ils sont aussi nos grands collaborateurs et font partie de notre écosystème au niveau de l'industrie audiovisuelle. Finalement, l'offre de services que nous portons, elle est aussi soutenue par des partenaires prestige qui sont les joueurs clés, je dirais, dans notre industrie et qui font valoir l'offre du Québec à l'international. Donc, nous déclinons ensemble la créativité, le talent et l'innovation qui existent au Québec. Et j'entends vous montrer une courte vidéo qui évidemment est en anglais. Il s'agit de notre outil de promotion, un de nos outils de promotion sur les marchés internationaux. Et je vous demande de porter attention à ce que nous faisons de mieux au Québec.
Alors voilà, il s'agit d'un des outils que nous utilisons. Évidemment, le BCTQ ainsi que l'ensemble des parties prenantes de la filière de l'audiovisuel sont convaincus que notre industrie est un des vecteurs de croissance de la relance et cela se déploie, je vous dirais, à travers une stratégie de développement international qui s'axe autour de 3 grands piliers. D'abord, évidemment, l'augmentation de notre capacité au niveau de nos infrastructures afin de pouvoir accueillir encore plus de projets audiovisuels. Le virage nécessaire au niveau des nouvelles technologies et de l'innovation dans l'ensemble des secteurs, des segments de notre industrie. Par la suite, évidemment, l'augmentation des investissements étrangers et la mise en lumière, je dirais, de nos talents extrêmement créatifs, extrêmement qualifiés et extrêmement recherchés. Alors, nos invités d'aujourd'hui, sans plus attendre, je vous les présente. Ce sont des joueurs clés de notre industrie. Nous allons avoir l'occasion de nous entretenir avec Mme Isabelle Langlois, avec M. Martin Carrier, avec M. Johan Martin, ainsi qu'avec M. Michael Proupus. Sans plus tarder, je vous les présente. Donc, Isabelle, tu es présentement vice-présidente performance et intelligence d'affaires chez Rodeo FX. Je vais me permettre de mentionner que tu as une carrière remarquable dans les effets visuels. Tu es une pionnière en tant que femme dans ce milieu. Tu as commencé comme artiste flame et puis tu as gravi tous les échelons jusqu'à être à la tête du studio. Et aujourd'hui, dans des fonctions où tu mets de l'avant, évidemment, la créativité, l'agilité de votre entreprise qui rayonne tant ici qu'à l'international. Merci d'être avec nous. Martin Carrier, tu as un parcours tout aussi impressionnant, tant sur la scène locale qu'internationale. Tu es président de MERS depuis mai 2020 et tu as agi auparavant comme président et chef de la direction de Frima, qui est une entreprise en jeux vidéo. Par le passé, tu as été vice-président et chef de studio pour Warner Bros. Games à Montréal. Tu as aussi travaillé chez Blue Streak, chez Ubisoft Montréal, un autre studio où tu étais vice-président des communications et des affaires corporatives. Merci d'être là aujourd'hui. Johan, tu es président et fondateur, je devrais dire, de Groupe Dasmo, qui a été fondé en 1997. Groupe Dasmo est composé de Grande Camera, de Grande Studio, de Cinépool et de Dasmo Music. Tu œuvres dans le cinéma, la télévision et la publicité. Les différentes branches que vous offrez des services de location, de soutien technique dans l'industrie du cinéma, de la télévision et de la musique sur image. Vous avez accueilli plusieurs grosses productions. On aura l'occasion d'en parler dans pas longtemps. Et finalement, Michael Proupus, qui est fondateur et chef de la direction chez Divertissement Muse. Michael possède plus de 40 ans d'expérience dans notre industrie canadienne et internationale au niveau du film et de la télévision. C'est un ancien avocat spécialisé dans le divertissement et Michael, tu as lancé en 1988 déjà Divertissement Muse. Muse qui est devenu avec les années une maison de production majeure avec des installations bien sûr à Montréal, mais à Toronto, à Vancouver et aussi à Los Angeles. Tu as développé financé, produit, coproduit de nombreuses productions de services ainsi que des coproductions avec différents diffuseurs américains et internationaux. Je me permets de mentionner pour les gens qui nous regardent Catch Me If You Can, The Terminal, l'excellente série Coroner, Blood and Treasure, Ghost, La vérité sur l'affaire Harry Kébert et j'en passe, et non la moindre, Three Pines pour Amazon dont j'ai parlé un petit peu plus tôt. Alors voilà, ça fait le tour. J'ai très hâte de discuter avec vous de différentes choses. J'aimerais peut-être commencer par tous les secteurs ont été évidemment impactés par la pandémie. Qu'en est-il dans notre secteur? Quel a été l'impact que vous avez vécu? Est-ce que ça vous a obligé à développer de nouveaux outils, à changer votre stratégie de développement d'affaires? Par exemple, nous, au BCTQ, je le mentionnais tout à l'heure, on a créé un outil pour faire des tournées virtuelles avec des lunettes en réalité virtuelle pour inviter plutôt, aller chez les producteurs plutôt que de les accueillir ici au Québec et à Montréal, puisque ce n'était plus possible. Isabelle, j'aimerais commencer par toi. Donc, cette relance, elle est sous l'égide de quoi et quelles ont été les difficultés que vous avez pu voir en temps de pandémie?
En fait, pendant la pandémie, on a eu la chance d'être principalement des gens qui travaillent par ordinateur. Alors, le télétravail était possible dans notre secteur. Donc, l'impact s'est fait voir plus au niveau des images qu'on recevait des plateaux de tournage. Donc, on se retrouvait avec un bassin d'artistes qui étaient en attente de recevoir les images. Alors, on en a profité, nous, pour développer une nouvelle offre de service. On a commencé à investir, à développer notre propre contenu, que ce soit pour des petits shorts d'animation ou développer d'autres services connexes à nos services principaux. Donc, on a pris cette opportunité-là pour prendre le temps d'investir, ce qu'on n'a pas le temps de faire habituellement quand on est dans le rush des productions. Maintenant, le télétravail nous a donné aussi, ça a élargi le spectre géographique de notre recrutement. Puis ça nous a permis d'avoir accès à une main-d'œuvre internationale en évitant les délais d'immigration auxquels on faisait face. Et chez Rodeo, ce qu'on a fait aussi, on a pris cette opportunité-là pour accélérer notre implantation dans des villes dans lesquelles on souhaitait s'établir, puis on n'avait pas eu la chance jusqu'à présent. Et le Work from Home nous a permis de développer ça à Toronto et à Vancouver et finalement d'ouvrir un bureau à Toronto où est-ce qu'on compte une centaine d'employés aujourd'hui. Effectivement. Si on regarde aussi, il y a quand même une réalité, il y a eu une hausse mondiale de la consommation des contenus pendant la pandémie. Ça a créé quand même aussi une hausse de la demande au niveau de la production. Comment est-ce que vous avez vécu ça dans les studios, Martin, Johan? Oui, forcément, quand la pandémie est arrivée, beaucoup au niveau des tournages, ça s'est arrêté assez sec. Ça a pris 4 à 6 mois avant de redémarrer. Donc, ça a été un effet très direct, très frontal. Mais aussi, ça a été une opportunité de pouvoir prendre un pas de recul, puis voir un petit peu comment on pouvait se repositionner pour faire face à une industrie qui, effectivement, tout à coup, s'est mise à évoluer très rapidement. C'est drôle à dire, c'était arrêté, mais une évolution très forte qui s'est opérée. Et donc, ça nous a permis, en fait, de se lancer vraiment dans une vague d'innovation. Moi, je dirais que ça a été, comme Martin l'a mentionné, définitivement un moment où on ne savait pas trop si on allait pouvoir recommencer dans l'année 2020. Puis, de notre côté, assez rapidement, on a vu que l'industrie locale a très bien réagi, puis s'est manifestée auprès des instances, des différentes instances de la santé publique, tant au provincial qu'au municipal, pour mettre en place des paramètres qui permettraient de reprendre les tournages. Puis on a eu un grand encouragement, je trouve, de notre gouvernement local aussi, d'aider puis d'encourager à ce que les tournages reprennent pour justement qu'on ait du contenu québécois en ondes au mois de septembre, comme le fameusement dit notre premier ministre. Donc ça a été l'aspect, je trouve, positif d'avoir cette industrie résiliente ici au Québec de création. Puis ensuite de ça, on a eu un tournage qui est rentré assez rapidement chez nous, le tournage du film de Roland Emmerich, Moonfall, qui a commencé tout de suite au mois d'août. Donc, on a évidemment senti l'effet de la pandémie, mais on a quand même vu aussi qu'on avait une industrie dynamique capable de se débrouiller puis d'être efficace. Là. Puis, mais tu fais bien de souligner l'apport extraordinaire et l'appui qu'on a eu de la part de notre gouvernement québécois, de la SODEC, de la ministre Roy, parce qu'évidemment, ça a permis à l'industrie audiovisuelle de repartir d'abord avec le local, puis assez rapidement, après, avec un peu plus d'ouverture des frontières, d'accueillir des tournages étrangers assez rapidement. C'est une des industries qui a pu reprendre très rapidement et donc notre stratégie de développement d'affaires a peut-être été moins impactée que d'autres secteurs. Si on parle de l'attractivité de notre offre, l'attractivité de Montréal comme destination de choix ou de l'attractivité des régions du Québec comme destination de choix pour venir tourner des projets audiovisuels. Michael, j'aimerais t'entendre là-dessus. C'est quoi les avantages stratégiques de venir au Québec? Je vais être obligée de te demander d'ouvrir ton micro, Michael. Voilà.
Je m'excuse. Voilà, vous pouvez m'entendre maintenant. Alors, oui. Depuis plusieurs années, on a fait l'offre de Montréal comme endroit très intéressant pour ceux qui voulaient avoir des locales européens ou même new-yorkais. On avait tourné, comme vous avez mentionné, le film Catch Me If You Can, avec des scènes qui étaient à Paris, mais qu'on a réussi à tourner à Montréal. Et dans ce cas-là, c'était dans la ville de Québec. Alors, c'est clair que l'héritage architectural de Montréal et de notre province nous permettent d'attirer beaucoup de monde, mais aussi on a eu l'opportunité de montrer à nos partenaires américains et européens la qualité des créateurs artistiques qu'on a ici, des directeurs de photos, des directeurs de production designers et directeurs de costumes, et sans parlant de nos acteurs aussi. C'est clair que, je dois, tout le monde le comprend, que la grande majorité des productions qu'on fait des gens de l'étranger sont tournées en anglais. Et une de mes plaintes depuis toujours, et je le mentionne ici, c'est le fait qu'on perd beaucoup de nos acteurs anglophones à cause de l'attraction des autres endroits pour tourner, sans parlant de ce qui existe ici. Ceci étant dit, et c'est mon petit plainte comme anglophone, on voit et on a toujours vanté la qualité du personnel qui existe au Québec et on a réussi peu à peu à convaincre le monde qu'il pouvait venir ici sans une inquiétude au niveau de leur capacité de parler en anglais. Il y en avait des attitudes que moi, personnellement, j'avais vécues de la part des producteurs américains qui sont venus à Montréal. Et je me souviens une qui voulait prohiber l'utilisation du français sur les téléphones de plateau. Et on a dû les changer leurs avis là-dessus. Et c'est clair qu'ils sont trouvés très, très bien accueillis par le Québec. Mais je pense que tu as raison, Michael, si je peux me permettre, c'est que souvent, oui, il y a des perceptions, ça nous permet de corriger certaines choses en travaillant tous ensemble, notamment sur l'excellence qu'on peut avoir au niveau des équipes de production qui existent. On le dit, on a quand même une profondeur dans nos équipes au niveau du tournage qui est cherchée et recherchée, entre autres, par les grands studios américains. Donc, tu as tout à fait raison de mettre l'accent là-dessus parce qu'on a de nombreuses équipes extrêmement chevronnées, très qualifiées, qui sont disponibles pour travailler, évidemment, dans nos paysages magnifiques ou notre architecture qui peut être différentes destinations, mais aussi dans nos studios. J'aimerais ça peut-être voir avec Martin. Martin, as-tu des points particuliers au niveau des avantages stratégiques sur l'attractivité de notre offre? Je pense que Montréal se positionne très bien internationalement dans l'ensemble de son offre. Quand on regarde, en fait, les panélistes aujourd'hui, Isabelle représente le côté effet visuel. On est une plaque tournante au Québec avec Johan Grande et Mels. On représente de grandes infrastructures qui sont nécessaires pour les tournages à la fois locaux et étrangers. Avec Michael, c'est aussi l'expertise de production parce que ça prend des gens qui gèrent en fait l'ensemble de ces productions-là. Je pense qu'on a une très belle offre au Québec. Cela dit, en fait, on ne faut pas oublier qu'on est dans un monde qui est archi-compétitif. Donc, on pense souvent, on se compare avec Montréal, avec Toronto, Vancouver, mais c'est aussi avec Prague, puis avec Bucarest, avec Atlanta et Londres, et ainsi de suite. Donc, la tâche est quand même... le défi, disons, est assez élevé. Et puis, je pense qu'on a, à travers notre géographie qui nous aide, les crédits d'impôt, le taux de change qui va nous aider. Je pense qu'on a une belle attractivité, mais on gagne beaucoup à faire valoir, en fait,
ce qui différencie Montréal et le Québec, c'est aussi les installations, mais aussi notre héritage qu'on a. Je parle souvent des dinosaures de sortimage. À des gens qui sont ailleurs dans le monde, pour leur dire, vous savez, c'est ici que ça a commencé. Et on bâtit sur cet héritage-là. Donc, je pense qu'on a une offre qui est unique, mais qu'on doit encore et sans cesse dynamiser. Isabelle, veux-tu nous parler un petit peu au niveau de l'attractivité, des effets visuels? Bon, ils sont principalement basés à Montréal. Il y a quand même, vous avez ouvert des bureaux ailleurs au Québec. Il y a d'autres entreprises aussi qui sont installées à Québec, au Saguenay. Donc, oui, ce serait quoi pour toi l'attractivité de ce secteur? Ouais. Martin couvrait des très bons points. Les crédits d'impôt, c'est important pour nous. C'est sûr que ça attire nos clients parce que le crédit va directement à eux, mais aussi, ça nous donne un bassin de talents canadiens, mais experts partout dans le monde qui sont rapatriés vers Montréal, comme on est un secteur, comme on est une ville qui est très avantageuse pour les effets visuels et en croissance. Donc, ça ramène les gens ici et ça nous ramène un bassin de talent plus important parce que la pénurie de la main-d'œuvre est quand même là. Et on a aussi peut-être un côté qu'on n'a pas mentionné encore, des écoles au Québec qui s'en viennent de plus en plus spécialisées à nous fournir des talents qualifiés dans le domaine des effets visuels, ce qu'on n'avait pas il y a 10 ans. Je pense entre autres au Centre NAD, ESMOL, Collège Barthes, ISART. Donc, vraiment, on voit que c'est en croissance, mais que Québec investit énormément dans cette industrie-là, ce qui nous rend beaucoup plus attractifs. Encore plus à fort potentiel. Tu as tout à fait raison de dire que la créativité attire la créativité, le talent attire le talent. Les gens veulent venir s'installer ici, veulent venir travailler dans notre industrie à Montréal et au Québec. C'est extrêmement important. Michael, quand on parle d'attraction, d'attractivité de Montréal ou du Québec au niveau de nos talents, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu d'exportation de contenu aussi. Ce n'est pas dans le mandat nécessairement du BCTQ, mais ça fait partie du rayonnement global, je dirais, de notre industrie. Et toi, tu as la chance de travailler tant en service de production qu'en production originale. Entre autres avec différentes séries. Là, je pense à Coroner, qui est une série que j'aime beaucoup, que tu as réussi à exporter à l'international. Peux-tu juste me dire un petit peu l'écosystème, l'attractivité liée à ça et le fait de faire rayonner comme ça à l'international? Je vais vous donner une opinion personnelle là-dessus. Je crois que depuis 5 ans, avec l'entrée dans l'industrie des compagnies comme Netflix et Amazon, qu'ils ont appris que pour eux, c'était très important d'avoir du contenu local dans toute leur offre et que la qualité de ce contenu local pourrait être exportée à travers le monde. Et ça a ouvert des yeux de plusieurs joueurs dans le domaine. Auparavant, quand on travaillait avec des Américains, il fallait cacher le fait qu'on était à Montréal pour les convaincre de tourner ici. On devait changer toutes les enseignes publiques et tout cet aspect local qu'ils ne voulaient pas voir parce qu'ils craignaient que la petite madame à Kansas n'aimerait pas comprendre qu'il y a d'autres endroits dans le monde où la talent pourrait exister. Et je dois dire que c'est toujours le cas parmi plusieurs endroits dans le monde qu'ils ne veulent pas voir des gens étrangers. Mais il y avait depuis 5 ans, je trouve, une ouverture qu'on n'a jamais vue auparavant. Et honnêtement, je donne crédit à Netflix pour être innovatrice dans ce domaine-là et qui a été suivi par plusieurs des autres joueurs. Ça ne change pas le fait qu'il y a toujours une influence très importante des talents américains et des créateurs américains et que c'est très, très important pour tout joueur au Québec de trouver des moyens de s'établir avec des gens influents dans les studios américains. Et c'est pourquoi on a, depuis maintenant 15 ans, eu notre propre bureau à Los Angeles. Et on a essayé d'établir des très étroites relations avec tous les studios. Mais on a trouvé dernièrement dans nos contacts avec des Américains
qu'ils sont beaucoup plus ouverts à l'idée de travailler dans des idiomes locaux et qu'on a eu vraiment une attitude plus ouverte. Vous avez mentionné le projet Three Pines, qui est basé sur un écrivain montréalais, Madame Penny, Louise Penny, et qui est située dans un village du Québec. Oui, avec le personnage de Armand Gamache, donc effectivement. Oui, un personnage qui sera joué par Alfred Molina, alors un acteur britannique. Alors là, on voit qu'il y a des opportunités de raconter des histoires basées sur le IP local et qui pourraient être jouées à travers le monde. Alors, on espère de l'exporter, mais il faut être conscient du fait qu'on travaille dans un domaine international et qu'on ne peut pas insister à ce que le monde comprend toutes les coutumes locales. Il faut avoir un sujet international. Mais Michael, si je peux me permettre, moi je trouve, puis pour avoir travaillé quand même en distribution internationale, il y a énormément de productions locales qui voyagent. On sent qu'il y a quand même une volonté d'augmenter certains budgets pour permettre aux voix d'ici et à la créativité d'ici, parce que tu le mentionnais d'entrée de jeu, on a des créateurs exceptionnels. On commence à avoir une belle reconnaissance, le Québec à l'international, au niveau des contenus originaux qui sont produits ici. Maintenant, moi, j'aimerais qu'on parle un petit peu peut-être de ce que vous entrevoyez comme obstacle ou comme frein à notre développement d'affaires à l'international, globalement comme industrie. Isabelle, je pourrais peut-être y aller avec toi. Oui, bien, en fait, la rareté de la main-d'œuvre, c'est sûr que c'est quelque chose qui nous impacte, mais ce n'est pas propre à notre industrie. On voit ça partout. Donc, mais ça va faire partie des enjeux principaux. Si je peux parler d'un autre enjeu que je vois, c'est la consolidation des marchés. On a les plus gros studios VFX qui prennent beaucoup d'ampleur, puis les studios de production qui commencent à s'ingérer dans le monde de VFX. Donc, je pense entre autres à Netflix, son acquisition de NetFX. Et maintenant Scanline, il y a plus longtemps, Disney et LM. Évidemment, ça va réduire notre part de marché, mais encore plus si ces compagnies-là qui sont acquises sont des compagnies basées au Québec. Donc, ça va être un grand enjeu pour nous. Effectivement. Johan, est-ce qu'il y a des freins que tu vois à votre expansion? Ou, Bien, je pense qu'on a mentionné tout à l'heure la compétitivité qui est assez féroce de l'Europe, puis de certains États. On parle toujours de cette espèce d'épée de Damoclès liée au crédit d'impôt qui augmente, est-ce qu'il y a une diminution potentielle et tout ça. Mais ça, je pense que c'est peut-être un enjeu qui existe depuis longtemps, mais je dirais que le nouvel enjeu, c'est l'augmentation faramineuse, dans notre cas en tout cas, des coûts pour construire de l'infrastructure. C'était extrêmement cher aujourd'hui d'avoir une équipe de construction, puis de construire des édifices qui ont 110 pieds carrés de large par 60 pieds de haut, puis et tout ça. Puis je pense que cet élément-là, de coûts additionnels au niveau de la construction n'a pas encore rattrapé la réalité peut-être budgétaire des productions qui veulent venir louer ces infrastructures-là, puis qui se disent, OK, bien, un studio, ça coûte tant par semaine, ça va continuer de coûter tant par semaine. Alors là, je pense que ça, c'est définitivement quelque chose où il va y avoir, au fur et à mesure, des nouvelles, parce qu'on parle de beaucoup de pieds carrés qui va être bâti à Toronto. Puis là, on parle de nous, de notre côté, Mel's de leur côté, d'investir encore, nous, dans des infrastructures. Alors, cette réalité-là, elle est économique, elle est factuelle. C'est le secteur de la construction, eux, de leur côté, que ce soit une série d'ailleurs, et puis ça n'a pas d'impact nécessairement sur le prix qu'ils vont nous donner. Alors, tout ça, à un certain moment donné, est-ce que si on se mettait en comparaison avec d'autres secteurs, d'autres territoires plutôt, est-ce que c'est la même chose pour eux? Donc, ce sont des questions, ce sont des évaluations, je pense, qui sont quand même importantes à faire. Puis, nous, de notre côté, c'est certain qu'on
on a une chance, je crois, d'avoir, comme je répète, une industrie locale, une industrie internationale qui jouit des talents, des rodéos FX de provinces qui veulent venir ici. Et puis, je pense que c'est comment allons-nous faire pour être compétitifs? Je pense qu'un des éléments qui est une force là-dedans, c'est qu'on est en train de construire des infrastructures présentement dans un secteur qui est commun. Alors, tant Grundy que Mel's, de leur côté, agrandissent leurs infrastructures, mais on a un effet de hub. Je pense puis qu'il faut conserver, il faut qu'on ait le support, je pense, des gouvernements pour qu'on continue d'avoir cet effet de hub, pour qu'on continue d'avoir avoir une masse critique d'attraction. Un positionnement différent de venir tourner au centre-ville. Vous êtes à proximité. C'est pas cher, justement, pour promener un acteur d'un endroit à l'autre, et puis des équipes d'un endroit à l'autre. Donc, puis évidemment, le régional, qui nous supporte, je pense qu'il supporte l'industrie. Quand les tournages vont se faire, justement, en région, mais ils sont très bien accueillis aussi. Okay. Donc, mais une des menaces, c'est certainement les coûts, l'augmentation des coûts, puis la réalité entre ce que les gens sont capables de budgéter présentement pour se permettre de louer nos studios. Merci, Yoann. Mais je vais me permettre de mentionner, en fait, le BCTQ, comme tu le sais et comme vous le savez tous, le BCTQ a mené une grande étude l'année dernière sur l'impact d'augmentation de la capacité et on sait qu'on serait en mesure de doubler les pieds carrés et d'attirer encore plus de projets. Donc, on y croit à cette volonté d'augmenter la capacité des infrastructures. Martin, as-tu quelque chose à ajouter au niveau des obstacles, toi, t'anticipes? Parce que c'est un peu la même chose que Yoann au niveau oui, bien, au niveau des obstacles, on essaie de les franchir, entre autres, par l'innovation, puis de se positionner avec une offre qui va chercher, en fait, dans nos forces montréalaises, un petit peu comme je parlais tout à l'heure, mais on a beau être à très haut niveau et en technologie avec l'innovation, mais comme Yoann le mentionnait, le coût du 2x4 a tendance à nous rattraper aussi. Donc, il y a des choses, des réalités, on va dire, très terrain comme ça qui demeure. Et une des choses qu'on entend souvent aussi, c'est le nombre de liaisons aériennes. Donc, il y a des choses très mécaniques aussi dans notre monde. Donc, effectivement, on peut parler de grandes infrastructures, de technologie. Une fois que les gens sont rendus à Montréal, faut-il encore qu'ils puissent se rendre? Donc, le nombre de liaisons aériennes a diminué, entre autres, avec la Californie. C'est un sujet qui nous est relevé, je pense, de façon assez régulière. Ce n'est pas tout le monde qui se promène en jet privé. Et donc, cette fréquence-là de liaison, c'est quand même quelque chose qu'on doit expliquer. Donc, c'est quelque chose de très, très mécanique, mais qui est très actuel. Si parlant d'innovation, tu as amené le sujet, je m'excuse, Yoann, mais j'aimerais ça qu'on parle d'innovation. Ce virage-là technologique, il est hyper important, que ce soit bien sûr au niveau de la production virtuelle, mais aussi au niveau des effets visuels. On sent déjà là, tout ce qui est réalité virtuelle, mais intelligence artificielle se pointer le bout du nez. Comment ça se transpose dans vos entreprises respectives? Peut-être Martin, si tu veux commencer. Oui, rapidement. Moi, je pense que la production virtuelle, ça a été une des opportunités qui s'est pointée, on peut dire, grâce à la pandémie, qui nous a permis d'ouvrir une fenêtre sur l'innovation. Parce qu'on avait du temps tout à coup. On avait de quelques mois pour regarder ce qui se passait un petit peu dans le marché. Le Mandalorian venait de sortir, qui a été la vitrine pour ce type de technologie-là. Et je pense que Montréal est extrêmement bien placé à la convergence de plusieurs industries. Donc, effectivement, on a les effets visuels. Montréal est une plaque tournante. Le jeu vidéo, ça fait longtemps qu'on en parle, qui est une plaque tournante mondiale aussi. La scénographie, l'effet sur du soleil aussi avec les gens qui ont créé on va dire des rigs, des plateaux aussi. C'est des gens auxquels on fait appel. Et la production virtuelle, avec les tournages, se positionne en fait comme une carte dans notre jeu qui nous permet maintenant d'offrir vraiment une technologie de pointe sur laquelle nous, on a travaillé, sur laquelle Grundy a travaillé. On a maintenant, nous, investi dans un plateau permanent. Et je pense que quand on regarde comment on se positionne à l'international pour attirer les tournages étrangers,
au début de la pandémie, les gens étaient curieux de savoir sur quoi on travaillait en technologie, en production virtuelle. Maintenant, c'est de quoi disposer. C'est attendu qu'on ait une offre à ce niveau-là. Une offre internationale, mais une offre locale aussi, parce que ça profite à nos productions locales. On en a fait une vingtaine, nous, sur notre plateau dans la dernière année. Donc, c'est une façon qu'on a pris de se positionner à travers la pandémie en innovant, en disant, mais voici, vous allez trouver à Montréal, en fait, la fine pointe, parce qu'on a non seulement le talent, mais les installations pour le faire. Merci. Yoann, veux-tu ajouter quelque chose là-dessus au niveau de l'innovation? Certainement, je pense que c'est définitivement un vecteur intéressant. Puis je pense qu'il y a déjà une association qui est faite avec le Québec par rapport aux effets visuels puis à ce type d'innovation. Il y a une espèce de confiance tacite qui existe, on dirait, dans le monde des effets visuels. Puis cette espèce si je dis cette espèce, c'est un pont finalement des plateaux virtuels entre les productions d'effets visuels et puis des productions, on dit, de tournage physique. Donc, je pense que là-dedans, il y a beaucoup de early adopters. Puis je pense que c'est important de pouvoir bien les servir. Puis c'est un monde qui est en évolution présentement. Alors, je pense qu'on a encore pas mal de chemin à faire. Puis c'est ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même une belle, je pense, une belle rampe de lancement. Puis il y a quand même beaucoup de choses dans lesquelles il va falloir continuer d'innover. Mais c'est définitivement un métissage de plusieurs technologies qui doivent être cumulées, jumelées, puis bien travailler ensemble. Et puis, c'est aussi non seulement un apprentissage pour ceux comme nous qui les installons puis qui mettons en œuvre des studios de plateaux virtuels, mais également un apprentissage pour les producteurs qui, eux, de leur côté, doivent changer leur façon d'aborder un tournage quand ils veulent s'en aller avec un plateau de réalité virtuelle. Donc, tout ça, c'est quelque chose qui est une conversation qui doit être fluide. Puis, d'y participer, je pense, avec des Québécois, c'est un atout pour ceux qui veulent en faire. C'est clair. Merci Isabelle. As-tu quelque chose à ajouter au niveau de ce virage développement technologique, de l'innovation, qui est au cœur quand même de ce qu'on met de l'avant dans notre offre là, avec la créativité? Tout à fait. L'innovation est super importante dans les effets visuels. On peut parler aussi d'AI. On a un bassin d'ingénieurs quand même intéressant au Québec côté AI. On a la chance d'avoir des bons crédits R&D qui nous permet de soutenir cette innovation-là. Et bien, comme on fait face à un manque de main-d'œuvre, on n'a pas le choix d'accélérer la cadence à innover, à automatiser des processus et voire même à faire disparaître certaines professions qui sont plus techniques, plus redondantes et pouvoir concentrer nos artistes sur des spécialités plus créatives. Donc, on investit beaucoup au niveau du AI. Pour permettre de vraiment mettre le focus sur la créativité complètement au niveau des métiers, c'est extrêmement intéressant de voir comment l'impact que ça va avoir quand même à court ou moyen terme sur l'ensemble des effets visuels là, et de notre industrie. Écoutez, j'aurais une dernière question. On dit souvent qu'on est une industrie très spécialisée, très spécifique, où la façon d'établir des relations d'affaires est différente des autres industries. J'aimerais vous entendre là-dessus très rapidement parce qu'on tire à la fin du panel puis que je veux permettre la possibilité aux gens qui participent aujourd'hui de poser des questions. Mais très rapidement, quelle serait pour vous justement cette spécificité au niveau de nos relations d'affaires? Michael, je commencerai avec toi en quelques mots. C'est une question très délicate, je dois dire, parce que les relations personnelles dans notre industrie sont très, très importantes. Et d'établir des relations familières avec des gens qu'on ne connaît pas, ce n'est pas toujours facile. Ça prend des années de travail, ça prend des années de relations, des invitations personnelles au dîner, des invitations personnelles aux événements. Les visites que vous faites souvent à Los Angeles nous aident beaucoup de participer dans les marchés internationaux que nous avons fait depuis 20 ans. On voit qu'il y a du monde là qui sont capables de se connaître mieux et d'être capables de travailler avec vous si vous prenez le temps de le faire. C'est un travail d'années, pas de jours. Mais, effectivement.
Donc, du long terme et des relations, évidemment, on est une industrie qui est très basée sur le relationnel et la confiance se bâtit à travers les années, à travers les projets et à travers ce qu'on fait ensemble dans l'industrie. Johan, Martin, Isabelle, avez-vous quelque chose à ajouter là-dessus sur nos relations d'affaires et comment on fait affaire à l'international dans l'industrie de l'audiovisuel? Peut-être au niveau de, comme Michael le disait, c'est une question de confiance qui doit se bâtir à long terme. C'est d'offrir un produit de qualité, mais une constance dans ce qu'on offre, que ce soit nos produits, nos services, et d'être flexible. On va travailler avec des compagnies qui sont dans différents fuseaux horaires. On doit être capable de servir notre client qui est majoritairement à Los Angeles, puis de comprendre ses heures de travail, de s'ajuster un petit peu de ce côté-là. Donc, super important. Puis d'avoir la flexibilité de croître aussi à l'intérieur d'un même projet. Si je pense au modèle d'affaires de Marvel, par exemple, tu ne sais jamais à combien d'effets visuels tu vas terminer à la fin du projet. Donc, tu dois avoir cette possibilité-là d'être un partenaire avec eux puis de t'embarquer dans le projet, peu importe l'obstacle. Moi, je dirais, je retournerais, si je me permets, parce que je trouve que tous les points qui ont été mentionnés, c'était effectivement ça, toutes ces sensibilités-là. Puis en bout de ligne, on fait une œuvre d'art. Donc, si on est un peintre ou une peintre qui peint un tableau, bien, on est une personne qui le fait, puis tout ça. Mais là, dans le contexte d'une production d'une série télévisée ou d'un film, mais là, c'est une œuvre d'art que quelqu'un a pensé, concocté, ou un groupe de personnes ont pensé, concocté, puis ils se disent, bon, on va faire ça, puis là, c'est écrit sur des pages, mais ensuite de ça, il faut le mettre en œuvre, puis c'est une équipe souvent de 500 personnes sur un plateau de tournage, puis de 1000 personnes, 2000 personnes en effet visuel, qui collaborent tous à arriver à concrétiser une vision. C'est certainement niché, c'est certainement particulier, c'est certainement des relations, comme a mentionné Michael, des relations étroites qu'il faut créer en très peu de temps. Donc, il faut aimer ça. Je pense qu'on est là-dedans parce qu'on aime ça. Mais on le fait collectivement et ça aussi, c'est une approche intéressante qui est certainement une approche très québécoise et montréalaise, je dirais, d'y aller conjointement avec le soutien de tout le monde là, autour de la table. Martin, un dernier point là-dessus, puis après, on va passer aux questions parce qu'il y en a quelques-unes. Certainement, je pense qu'on a des atouts de base. On en a parlé au niveau de la mécanique financière des tournages, tout ça, mais ultimement, je pense que Montréal, c'est notre meilleure carte de visite. Oui, on va à Los Angeles, on fait des soupers, ainsi de suite, mais je soulignerais en fait le travail d'accueil du BCTQ qui fait venir des producteurs étrangers et c'est là qu'on peut faire vivre en fait cette différence-là de Montréal. Il y en a en parlé, la proximité qu'on a avec nos studios du centre-ville. Ça, c'est quand même assez unique. Donc, on gagne beaucoup à accueillir en fait les producteurs étrangers à Montréal et leur faire valoir non seulement, comme je dis, l'aspect mécanique là, des financières qui est bénéfique de tourner ici, mais aussi le Montréal, en fait, qui, je pense, se différencie des autres endroits où les gens vont être tournés parce qu'on l'a mentionné d'emblée, la compétition est féroce, elle est partout dans le monde et ne va qu'augmenter. Donc, notre meilleure carte de visite, qui fait la différence, c'est vraiment notre ville au final. Merci Martin. Écoutez, merci à vous tous. On a quelques questions. Je pense que Camille Crozier va nous en faire part. On a reçu quelques questions. Alors, merci beaucoup pour les échanges. Bien, comme de raison, on est rendu à la période de questions. Donc, j'en ai deux. Si jamais ce n'est pas déjà fait, vous pouvez les en rajouter dans la Q&A. Donc, la première, vous parliez de manque de capacité, mais nous avons lu des articles sur l'augmentation de vos infrastructures. Donc, où en sommes-nous dans ces projets? C'est vraiment une question qui s'adresse à Martin et à Johan. Je vais vous laisser chacun pouvoir, évidemment, suite à l'étude qui a été menée par le BCTQ, où on parlait justement de la nécessité de pouvoir augmenter notre capacité de pieds carrés pour tourner tant des projets pour le bénéfice de l'industrie locale, mais aussi internationale, et ce que ça pourrait avoir comme impact au niveau économique. Je sais qu'il y a eu des annonces qui ont été faites par vos deux studios et que, Johan, on peut peut-être commencer par toi. Bien, certainement, merci. Je le fais dans l'ordre des annonces.
On a eu une augmentation de notre pied carré disponible. Déjà cette année, on a augmenté de près de 50 000 pieds carrés là, nos espaces disponibles. Et j'ai inclus là-dedans des espaces de construction, en plus des studios. Et puis, sous peu, là, nous allons annoncer également là, des nouvelles constructions. Donc, on va, je crois, entre Mel's et nous, couvrir une bonne partie de ce qui a été mentionné là, dans le rapport lié aux infrastructures. Puis, ce que je pense qui est important de mentionner, c'est qu'avec avec ces infrastructures-là, puis ces constructions-là, il n'y a pas de pensée magique à y avoir. Il faut maintenir un développement des affaires très fort. Des collaborateurs comme Muse sont très, très importants, justement, à attirer des collaborateurs, évidemment, comme le BCTQ, qui fait des efforts importants pour attirer des productions d'ailleurs. Puis également, nos producteurs québécois qui, eux, de leur côté, continuent de faire de plus en plus de productions importantes et intéressantes. Donc, eux, de leur côté aussi, vont nécessairement contribuer à cette économie-là puis à cet essor-là. Puis c'est pour ça qu'on prend ce risque financier-là de construire puis d'investir plus dans nos infrastructures. Martin? Michael le mentionnait tout à l'heure, Montréal, Québec peuvent faire figure à peu près n'importe où dans le monde ou presque. Donc, on a déjà ça comme atout, mais le pied carré de studio aussi est très important. Donc, chez Mel's, nous, on a annoncé là, cet été la construction du Mel's 4. D'ailleurs, on a déjà commencé la construction du Mel's 4. Ça va être 160 000 pieds carrés d'espace additionnel. Donc, ça, c'est notre campus là, voisin de chez Grandet au centre-ville. Et on a aussi, bien sûr, Saint-Hubert où il y a Star Academy, il y a District 31, ainsi de suite, où il y a de l'espace là-bas aussi. Donc, on est en bonne voie là, d'ajouter afin de mieux attirer. Enfin, merci beaucoup pour vos réponses. Je sais que ça tire à sa fin, mais on a une autre question. Donc, est-ce que les tournages étrangers sont un plus ou un frein à l'expansion de l'industrie? Moi, je peux parler. OK. J'ai eu cette question-là depuis le tout début de ma carrière et je suis vraiment convaincu que la présence des studios étrangers ici, des tournages étrangers, ont augmenté l'offre qu'on pourrait faire de talents, on donnait l'expérience à nos techniciens, à nos acteurs, à tout le monde qui ont travaillé. Ça permet des gens comme Joanne et Martin de faire l'expansion de leurs infrastructures. Et sans ça, il n'y aura pas les moyens d'offrir aux talents locaux l'opportunité de faire leur production à une haute qualité, l'autre qualité qui est demandée par les marchés internationaux. C'est vrai, un des problèmes que les producteurs canadiens et québécois ont vécu, c'était le prix de production. Les coûts de production ont beaucoup augmenté dans les dernières années et malheureusement, et c'est un point que je voulais mentionner, nos clients réguliers depuis des années sont des diffuseurs de télévision, surtout. Et les diffuseurs de télévision ont perdu leur part de marché d'une façon significante dans les dernières années. Et l'ajustement à l'offre digitale n'est pas tout à fait accompli à ce stade-là. Et on a perdu des clients dernièrement, surtout au Canada, parce qu'il n'y a pas assez d'argent dans leur poche venant des annonceurs. Alors, ça, c'est un vrai problème pour des producteurs locaux, mais le fait d'avoir des productions internationales à Montréal n'est pas la cause. Non. Et si je peux me permettre peut-être de finaliser là-dessus, certains pourraient prétendre que le local et l'international, les tournages sont en opposition ou les productions. C'est plutôt l'inverse. Je dirais qu'il faut pouvoir capitaliser sur la hausse incroyable qu'il y a au niveau international, attirer cet argent nouveau-là dans le système au Québec et faire en sorte de pouvoir renforcer notre écosystème local qui est si important au niveau de notre culture, au niveau de notre ADN. Et comment on fait ça? On le fait déjà. Entre autres, tous les plateaux américains qui viennent au Québec doivent investir 1% de la masse salariale dans certaines initiatives de formation qui bénéficient
à l'ensemble de l'écosystème de la production locale. C'est le cas, entre autres, ils investissent entre autres souvent dans la mutuelle de l'INIS, et là, ça rejaillit évidemment sur l'ensemble de l'industrie. Ça, c'est une initiative, il y en a plusieurs autres, mais quand on a le bénéfice d'avoir et d'attirer des tournages américains qui peuvent se payer, des infrastructures de pointe, de l'équipement NEC Plus Ultra à la fine pointe de la technologie, comme on parlait tout à l'heure en innovation puis de la production virtuelle, d'investir dans nos talents, nos créateurs pour leur permettre d'être encore plus qualifiés. Mais tout ça fait en sorte que ça rejaillit aussi sur l'industrie locale et ça donne le moyen aux gens d'ici d'avoir les moyens de leurs ambitions, si je peux me permettre, et donc de rayonner aussi à l'international en produisant des productions qui voyagent. Donc, pour moi, c'est un écosystème qui se nourrit et non pas qui est en opposition. Parfait. Donc, écoutez, on a une dernière question du public avant de terminer. Donc, on a, à l'image des studios de VFX tels que Rodeo et Folks qui s'installent ailleurs en région au Québec, est-ce qu'il y aurait des plans pour y installer des infrastructures de tournage d'envergure en région? Sinon, pourquoi? Si je peux me permettre. Chez Melz, on a déjà un studio à Québec qui est disponible. Et donc, ça dépend toujours aussi offre et la demande. Il y a eu des grands tournages comme Barkskins qui se sont faits à Québec, mais plutôt en location. Et donc, l'offre suit un petit peu la demande dans ce cas-là. Puis, des fois, besoin de construire quelque chose, ça peut être de réutiliser certains espaces qui deviennent rapidement des lieux de tournage. Parfait. Donc, je pense que... désolé. Oui, non, vous pouvez ajouter. J'allais dire qu'il n'y a absolument aucune fermeture, plutôt une grande ouverture d'aller profiter de ces belles infrastructures-là naturelles, si vous voulez. Il y a des villages, des endroits qui sont inimitables. Et puis, je crois que pour nous, si l'opportunité se présente, ça va certainement être étudié puis évalué. Puis, plutôt même une grande ouverture. Parfait. Donc, merci beaucoup. Donc, on est maintenant à la fin de la période de questions. Donc, je voudrais vous dire un grand merci pour ce partage enrichissant. Donc, Mme Maestracci, Mme Langlois, M. Carrier, M. Prupin et M. Martin. Donc, j'aimerais vous remercier pour vos réponses, vos explications qui ont été claires et précises. Donc, je voudrais également dire un merci à tous pour votre présence aujourd'hui. Donc, je vous demanderai de bien vouloir remplir le sondage de satisfaction que vous allez recevoir en quittant. Ça nous aidera à mieux comprendre vos besoins et nous améliorer dans nos événements futurs. Donc, merci encore. Ce fut un plaisir de modérer ce webinaire avec vous. Et merci à tous, chers participants. Et j'espère de vous revoir dans nos prochaines activités. Merci à vous. Bonne journée. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.